Recording is on. Bonsoir les amis, c'est notre première séance cette année. Alors, si je ne l'ai pas encore dit à tout le monde, je vous souhaite une très belle année 2022, qu'elle soit calme, apaisante, clémente. J'espère bien des choses cette année, la fin de la pandémie ainsi que la disparition de tous les virus qui peuvent affecter autant nos corps que nos âmes et nos esprits. Dans la continuité de notre dernière série sur le sujet de la discrimination, que nous avons commencé par la glottophobie, et la discrimination linguistique. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir de nouveau Monsieur Saïd Bouamama, qui a honoré notre invitation pour la deuxième fois. Merci beaucoup, Monsieur Bouamama. Vous étiez notre invité le 19 juin dernier pour élaborer le sujet de l'immigration entre intégration et assimilation. Merci pour vos encouragements. Merci de votre engagement à l'égard de Regard Neuf, Parlons, Cultivons. Monsieur Bouamama, vu que vous êtes sociologue et militant pour les droits des immigrés, vous avez publié et participé à la publication de maints ouvrages qui évoquent les questions migratoires et les discriminations racistes et islamophobes, dont récemment vos deux ouvrages, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, paru en février 2021, et Des classes dangereuses à l'ennemi intérieur, capitalisme, immigration, racisme, une contre-histoire de la France, publié en octobre dernier. Bon, bien sûr, je ne vais pas pouvoir citer tous les ouvrages parce que ça va prendre, je crois, beaucoup plus que le temps consacré à cette séance. Alors, dans la description de la vidéo, quand on va poster le replay sur notre chaîne YouTube, nous mettrons la liste de tous les ouvrages et publications de M. Saïd Bouamama. Alors, en décembre dernier, notre thème de discussion était la discrimination, adoptons les gestes barrières. On a essayé d'être un peu à la mode. Nous avons entendu les témoignages de certaines victimes de discrimination. Ensuite, notre invité, M. Joseph Rad, a étoffé le sujet pendant une séance très dense et pleine d'informations que je vous invite à consulter. Le replay est toujours, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de notre collectif. Ce soir, c'est une autre approche, la discrimination basée sur le nom. Nous pouvons dévoiler les origines, voire la religion de beaucoup de personnes, dont moi-même, avec leur nom. Je tiens ici à notifier l'affiche publicitaire vue récemment dans certaines villes françaises comme Lyon et Toulouse, et sur laquelle l'employeur des auxiliaires de vie à domicile a allié le prénom Fatima au métier de la garde des personnes âgées. Bon, c'est vrai qu'en réponse à la polémique que ce panneau a provoqué, l'entreprise a dit qu'ils ont utilisé ce prénom pour mettre en relief la diversité culturelle de leurs employés ainsi que leur ouverture d'esprit. Alors, bon, je cite juste l'anecdote parce que c'est vraiment c'est très connecté avec notre sujet avec le sujet de ce soir. Bon, passons donc au jeu. Dis-moi ton nom, je te dirai ton métier. Monsieur Bouamama, serait-il possible que le nom joue sur l'avenir de l'individu? Je vous en prie. Bien, d'abord, merci pour cette nouvelle invitation à laquelle j'ai effectivement dit oui tout de suite, tant je garde un bon souvenir de l'échange que nous avons eu. Et c'est sur des sujets qui sont en lien en réalité, puisque c'était sur le concept d'intégration, ses ambiguïtés et ses limites. Et justement, lorsqu'on pense en termes d'intégration, on ne peut pas comprendre les discriminations. Et c'est parce que la pensée en termes d'intégration reste dominante aujourd'hui que l'on n'arrive pas à penser la question des discriminations. Le thème que vous avez choisi aujourd'hui est un thème essentiel parce qu'il détermine, donc la réponse à la question, elle est claire, elle est oui, il détermine une part non négligeable de la trajectoire des personnes qui ont un marqueur de nom, de couleur, d'origine. Ce marqueur-là va signifier des entraves supplémentaires
aux autres entraves que pourrait rencontrer quelqu'un de même niveau de diplôme ou de même caractéristiques sociales. Il est donc lourd d'effets sur les individus, mais également sur la société en général. Il y a, s'il faut résumer les choses, tendance, heureusement c'est une tendance, donc elle n'est pas absolue, heureusement qu'il y a plein d'exceptions, mais il y a tendance à une assignation à certains secteurs en fonction de l'origine, en fonction du nom, en fonction du prénom. Et c'est ainsi que se reproduisent un certain nombre d'inégalités. Alors, pour le comprendre, il faut donc comprendre cette place particulière du marqueur d'origine dans l'ensemble du champ des discriminations. Dans mon livre qui s'intitule « Les discriminations racistes, une arme de division massive », je propose de diviser les discriminations en 3 grands champs. Un premier grand champ qui sont les discriminations dans l'accès à l'emploi. À ce premier niveau, sur ce premier champ, on a déjà le prénom ou le nom qui peut servir d'élément amenant à ce qu'une candidature ne soit pas étudiée, qui peut conduire à ce que une candidature soit étudiée et soit éliminée. On a par exemple des études qui ont tenté de mesurer à partir de combien de CV on pouvait obtenir un rendez-vous. Les résultats sont flagrants, ils sont nets. Lorsque vous avez un marqueur d'origine, prénom, nom ou une photo, lorsque vous avez un marqueur d'origine, vous avez beaucoup moins de chances d'être convoqué. Et à tous les échelons du processus d'embauche, on va repérer des inégalités de réponse. Et bien entendu, ces études ont été faites à partir des mêmes caractéristiques sociales. C'est-à-dire qu'on a fait de faux CV, on a fait avec exactement les mêmes diplômes, avec exactement le même type de parcours, et on peut mesurer le résultat à l'issue. Donc la réponse est assez nette sur la question de l'accès à l'emploi. D'autres études, ça sera le second champ des discriminations que je proposais de considérer comme le second champ des discriminations, c'est dans le profil de carrière. On peut effectivement passer le cap d'une embauche. Que devenons-nous dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans qui suivent la présence dans une entreprise ou dans un poste? Et là aussi, donc, des études ont tenté de comparer les trajectoires d'évolution à l'intérieur d'une même entreprise en prenant en critère le profil de carrière. Autrement dit, Mohamed et Jean-Pierre, qui sont rentrés avec à peu près les mêmes diplômes, que deviennent-ils 20 ans plus tard? Et là aussi, les résultats sont parlants de manière assez nette. Le profil de carrière est désavantageux dès qu'il y a un marqueur identitaire. Le troisième grand champ que je proposais de distinguer, c'est dans la répartition des emplois. Autrement dit, y a-t-il des secteurs dans lesquels le marqueur peut favoriser et des secteurs, des métiers, dans lesquels il peut défavoriser? Là aussi, une de mes conclusions, j'ai proposé d'appeler ça la colorisation des métiers, la tendance à une colorisation des métiers. Autrement dit, il y a association d'origine à certains métiers et il y a un implicite d'incompatibilité entre certaines origines et certains métiers. Alors, pour comprendre cette réalité, il faut d'abord aborder, à mon sens, la question de l'histoire de l'immigration qui explique pourquoi ça peut exister. Ça n'explique pas pourquoi ça continue, mais pourquoi ça peut exister. L'immigration est historiquement apparue pour combler le manque de force de travail. On ne fait pas appel à l'immigration pour autre chose, c'est pour combler le manque de force de travail. Ce manque, il est bien sûr quantitatif, mais il est également qualitatif. Pour le dire simplement, les emplois les plus difficiles, les emplois les plus précaires, les emplois les moins bien payés, les emplois les plus dangereux ont historiquement eu tendance à être occupés par les personnes qui étaient issues de l'immigration. Pourquoi? Parce que tous ceux qui avaient les moyens de refuser ces emplois le faisaient, et que comme il fallait occuper ces emplois, eh bien, ce sont ceux qui avaient la possibilité de dire non qui le prenaient. Alors, ça, c'est au niveau de l'histoire, ça indique tout simplement, si ça en était resté là, ce ne serait pas dramatique, ce serait un objet de préoccupation, mais ce ne serait pas dramatique. En fait, les nouveaux arrivants, depuis, on en a parlé lors de notre dernier échange, depuis les Bretons, se sont toujours insérés par le bas dans la société et ont toujours été assignés à certains emplois jusqu'à ce que leur connaissance de la société, leur connaissance de la langue, leur connaissance des
espaces où on peut se défendre, comme les syndicats, etc., les amener à pouvoir les refuser eux aussi et à accéder à d'autres types d'emplois. Dans les grandes villes industrielles, on a, dans l'histoire de ces grandes villes industrielles, on voit bien les strates historiques dans lesquelles les nouveaux immigrés sont venus remplacer dans ces emplois les plus précaires les anciens. Il y a donc toujours eu une colorisation des emplois les plus précaires, mais ça n'était pas les mêmes, ça bougeait d'une génération à l'autre. La coloration des emplois n'est donc ni neuve, ni spécifique aux immigrations récentes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la tendance à la reproduction au-delà de la génération des parents. Autrement dit, pour les immigrations antérieures, cette spécialisation colorée des emplois ne touchait pas les enfants qui étaient nés français. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la reproduction transgénérationnelle du stigmate xénophobe. Ce qu'il y a de nouveau, c'est cette idée d'une contamination aux enfants de ce stigmate. Et donc, des enfants, voire des petits-enfants, uniquement par le prénom, vont devenir des personnes qui vont être assignées à certains emplois. Et donc, on est sur un problème beaucoup plus grave que ce que nous connaissions dans le passé, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une période transitoire au moment où j'arrive sur le territoire français, mais de quelque chose qui peut s'étaler, se reproduire sur plusieurs générations. En gros, on passe de la nationalité, qui était un facteur de discrimination, à l'origine. Et ça, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose parce que ça nous met dans une situation qui ressemble un peu à celle des États-Unis, dans lesquels les petits descendants d'esclaves étaient encore marqués par leur origine, avec des accès différenciés aux différents types d'emplois. Alors ça, c'est au niveau historique. La seconde idée à avoir en tête, c'est de se poser la question, mais comment ça se reproduit? C'est quoi les mécanismes qui expliquent que ça n'a pas reculé? Alors, il y a plusieurs aspects qu'on vient de prendre en compte. Nous sommes devant quelque chose de systémique. C'est-à-dire il y a plusieurs facteurs qui agissent et qui se cumulent pour produire l'ampleur de ce qu'aujourd'hui on connaît bien, puisque ça a été documenté par des dizaines d'études. Plus personne aujourd'hui ne nie l'existence de cette discrimination. Les divergences vont être sur comment on l'explique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre un peu ces différents facteurs. Alors d'abord, il faut souligner un certain nombre de mécanismes. Le premier mécanisme, ce sont les discriminations au moment de l'orientation scolaire, qui vont déjà déterminer l'orientation vers certains secteurs ou vers certains métiers. Dès le milieu de la décennie 70, donc vous voyez, ce n'est pas nouveau, hein, ça fait près d'un demi-siècle, des travaux ont mis en évidence l'influence des stéréotypes dans le jugement des enseignants et l'importance des catégories ethno-raciales dans les orientations des élèves. Il suffit de poser la question à tous ceux qui sont issus de l'immigration de cette génération-là, ceux qui ont aujourd'hui 45 ans, 50 ans, 55 ans, ils se souviendront de comment était parlée l'orientation. En gros, vous vous appeliez Mohamed, c'était quasi systématiquement un métier de l'enseignement professionnel, surtout pas l'enseignement général. Et dans les universités, c'était les seules personnes d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne que l'on croisait. C'était ceux qui venaient pour faire leurs études du pays d'origine, donc qui avaient eu leur bac là-bas et qui venaient terminer leurs études supérieures ici. On ne trouvait pas des enfants de l'immigration dans ces universités. Et donc, les orientations scolaires vont être un premier facteur. Et bien entendu, ces orientations scolaires vont avoir une conséquence sur le type d'emploi que l'on peut occuper après. Et on a là donc un premier processus qui doit donc pour nous déterminer aussi un premier type d'action ou de préoccupation pour les parents, pour les associations, etc. Il y a des choses qui se jouent dès ce moment de l'orientation scolaire. Second facteur, second processus, ce que l'on appelle en sociologie la loi du stigmate et de son intériorisation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi? Le stigmate, c'est un marqueur indélébile. Ça vient des stigmates, pour ceux qui sont de culture chrétienne, des stigmates du Christ, autrement dit, le clou qui était planté sur la croix du Christ et qui restait indélébile, qui ne partait pas. En sociologie, on appelle stigmate des marqueurs indélébiles. Par exemple, les Arabes ne sont pas faits pour diriger,
où les Noirs sont incapables d'autonomie. Ils vivent toujours en groupe. Donc ça, c'est des stigmates. Ce que beaucoup de travaux sociologiques ont mis en évidence, c'est qu'à force de répéter à une personne un stigmate, la personne tend à l'intérioriser. Si vous dites du matin au soir à votre enfant « tu es nul, tu es nul, tu es nul », il finira par considérer qu'il est nul. Et il faut donc s'interroger sur les effets de tous ces discours culturalistes qui vont renvoyer les difficultés de l'enfant, non pas à ses problèmes d'apprentissage, mais qui vont renvoyer à la culture de ses parents, à sa religion, etc. Tout ça, ça va finir par être intériorisé par l'enfant. Et si tout le monde me dit que je suis prédisposé à certains types d'emplois, je finirai par le croire. Cette intériorisation du stigmate, elle est valable à la fois pour les parents, qui n'ont pas, dans un premier temps, l'occasion de voir beaucoup de personnes ayant des postes valorisés, des postes diversifiés, etc., et qui vont donc avoir tendance à reproduire dans les discussions sur le souhaitable avec leurs enfants, cet rétrécissement du champ des possibles lié au stigmate, mais elle est valable aussi pour les enfants, dans un processus que j'ai appelé la transformation de la contrainte en choix. Puisqu'on me dit que je ne peux pas, je finis par croire que c'est moi qui l'ai choisi. Donc, je finis par considérer que c'est moi qui ai choisi de ne pas être ingénieur parce que moi, j'aime bien que la musique, ou j'aime bien que certains choix, mais en réalité, c'est une intériorisation. Troisième processus, qui est, c'est pas l'un ou l'autre, hein, ça se cumule dans les trajectoires individuelles. Troisième processus, l'inégalité en matière d'information sur le champ des possibles. Autrement dit, lorsque l'enfant commence à se projeter dans l'avenir, il dispose de quelles connaissances des emplois dans la société? C'est au travers de son environnement familial, social, etc., qu'il va connaître ce qui existe comme métier. Et il y a une inégalité dans les choix possibles parce qu'il y a inégalité dans la connaissance même des emplois disponibles dans la société. Si autour de moi, il n'y a que des emplois manuels, je peux considérer qu'il n'y a quasiment que des emplois manuels possibles. Et cette inégalité, nous ne sommes donc pas égaux devant la connaissance de la palette d'emplois disponibles dans une société. Des études l'ont prouvé en posant tout simplement la question à des enfants de 6 ans, 10 ans, 12 ans, en leur posant la question « Cite-moi l'ensemble des emplois que tu connais ». Sans surprise, les personnes qui n'étaient pas issues de l'immigration donnaient plus d'emplois que les personnes issues de l'immigration, les hommes donnaient plus d'emplois que les femmes, et les enfants d'ouvriers donnaient moins d'emplois que les enfants de cadres. Autrement dit, dès le début, au moment où s'opère ce choix possible, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? Il y a une restriction qui va se jouer. Il y a donc une inégalité dans l'accès à l'information, puis qui va se traduire par l'absence de certaines demandes. Il y a des professions qu'on élimine parce qu'on ne connaît pas. Comme le disait Bourdieu, un grand sociologue qu'on oublie trop souvent, qui nous a appris beaucoup de choses et qui est oublié aujourd'hui, traiter en égaux des inégaux est la pire des inégalités. Autrement dit, ne pas prendre en compte cette inégalité de départ et ne pas mettre au sein même de l'enseignement ou à la télé ou ne pas mettre des programmes volontaristes pour que tous les enfants puissent connaître l'ensemble des emplois disponibles et pas seulement ceux qu'ils ont autour d'eux, eh bien, c'est renforcer l'inégalité. Alors, ces trois processus que je viens de décrire agissent en amont, avant l'accès au premier emploi. D'autres processus vont se rajouter si on veut comprendre l'ampleur de cette coloration des emplois. Parce que malgré ces premiers processus, heureusement, on a un certain nombre d'héritiers de l'immigration qui s'appellent Mohamed, Fatima, Mamadou, Aminata, qui ont quand même réussi, heureusement, à dépasser ces déterminants, ces déterminismes, qui ont quand même réussi à les dépasser. Souvent d'ailleurs en donnant beaucoup plus d'efforts, souvent d'ailleurs l'explication se trouve dans la rencontre d'un acteur signifiant
qui leur a permis de dépasser ces déterminants. Ça peut être un prof, ça peut être un travailleur social, mais qui les a, à ce moment-là, a joué une fonction de catalyseur. Toujours est-il que nous ne sommes pas dans un déterminisme entier et que un certain nombre de personnes vont quand même réussir à acquérir des qualifications plus poussées, des certifications, des diplômes, etc. Ils ne sont pourtant pas pour autant à l'abri de la discrimination. À ces processus en amont va donc s'en ajouter d'autres en aval, une fois qu'on est sorti du système scolaire et qu'on recherche un emploi. Je voudrais en citer là aussi 3. D'abord, le fonctionnement en réseau. Le fonctionnement en réseau qui marque essentiellement les emplois qualifiés. Ça n'est généralement pas par la NPE que vous trouvez l'accès à des emplois qualifiés. C'est généralement par réseau. Or, nous ne sommes pas égaux dans la possession du réseau. Si vous avez vous-même des parents cadres, vous pouvez avoir accès à des informations, à des réseaux qui vous permettent de savoir à quelle porte taper, à quelles conditions il faut mettre en avant pour pouvoir y accéder. Et nous avons une inégalité dans cet accès au réseau. On le voit d'ailleurs avant même l'accès au premier emploi. J'ai séparé volontairement, mais on pourrait remonter. Ça se joue dès le premier stage qui est demandé au lycée, où d'emblée, on va voir à ce moment-là une inégalité de réseau. D'emblée, à ce moment-là, certains ne vont avoir aucune difficulté à trouver un stage, d'autres vont en avoir, et puis d'autres encore vont être contraints de se rabattre dans les mêmes espaces et les mêmes lieux. Je soulignais que dans une de mes enquêtes, un centre social me disait qu'il avait plus d'une dizaine, près d'une vingtaine de stagiaires, et que, en fait, il ne voulait pas laisser sur la paille les Mohamed, les Fatima, les Mamadou et les Aminata, et donc il les prenait, mais du coup, ce n'était pas un vrai stage, c'était pour qu'ils remplissent l'obligation, mais il ne pouvaient pas leur assurer un vrai stage. Et donc, on voit bien que le réseau, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Et il y a donc une inégalité, on a beau être diplômé, si on ne participe pas, si on n'est pas membre de certains réseaux, par héritage familial, eh bien, on va être défavorisé et on va donc avoir tendance à s'orienter vers d'autres types d'emplois. C'est le second processus que j'ai appelé dans mes travaux le choix par dépit ou le renoncement. C'est le cas d'un certain nombre de personnes qui sont diplômées, très diplômées, mais qui ne trouvent pas d'emploi dans les secteurs qui sont ceux de leur diplôme, vont rabaisser leurs prétentions et vont accepter des postes qui ne correspondent pas à leurs qualifications, pour des raisons de survie, pour des raisons de... il faut bien manger, et donc on va avoir de cette manière-là une tendance à la déqualification de toute une partie de la population, et le facteur d'origine va jouer dans cette dimension-là. Dans une enquête qui date maintenant déjà d'une vingtaine d'années, j'en étais arrivé à faire cette enquête parce que j'avais été surpris, tout simplement en allant boire avec des amis des verres dans des bistrots, de me rendre compte du nombre de personnes d'origine maghrébine qui étaient patrons de bistrot. Et en discutant avec eux, je m'apercevais qu'ils étaient docteurs, qu'ils étaient juristes, qu'ils étaient... Et je me disais, mais c'est quoi ce processus-là? Et donc, j'avais mené cette enquête, et effectivement, tous auraient préféré être chercheurs en biologie, comme ils avaient souhaité l'être, être experts comptables, comme ils avaient souhaité l'être, etc. Et que c'est par dépit et par renoncement qu'ils en étaient arrivés à chercher ailleurs. D'autres vont choisir de devenir enseignants, d'autres vont choisir de devenir... Mais c'est par dépit et par renoncement pour une partie d'entre eux. Il va en découler une double tendance, une tendance à la surqualification des salariés héritiers de l'immigration diplômés, et de l'autre côté, une sous-représentation de ces salariés dans certains emplois. Et donc, on a ainsi une vraie tendance à la colorisation du marché du travail, à une stratification du marché du travail par l'intermédiaire de la couleur. Et puis, il y a un troisième grand processus qu'il ne faut surtout pas négliger, même s'il n'est pas dans la trajectoire individuelle de tout ce que j'ai décrit, c'est une personne qui le vit, là c'est beaucoup plus global, qui est l'ère du temps. Autrement dit, le type de débat qu'il y a dans une société.
le type d'idée qui s'entend et qui va imbiber après toutes les parties de la société et qui va imbiber les recruteurs. En tout cas, une partie d'entre eux, heureusement pas tous, mais qui va imbiber une partie des recruteurs. Or, ces débats, ils sont marqués par quelque chose de particulier que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la dernière fois, qui est des approches culturalistes. Autrement dit, qui expliquent le comportement des personnes, leurs capacités, leurs potentialités, au travers de l'appartenance à une culture ou non. Lorsque, effectivement, ce culturalisme se développe, on va donc considérer que chacun, en fonction de sa culture, est apte à certains emplois et inapte à d'autres. Et ce culturalisme que l'on entend au travers des débats sur le communautarisme, le séparatisme, tous ces débats-là qui diffusent des points de vue culturalistes, eh bien, vont imbiber un certain nombre d'acteurs qui, après, sont des acteurs qui doivent prendre des décisions d'embauche, des décisions de recrutement, etc. Ça se traduit comment? Ben, ça va se traduire en particulier par l'existence de questions que l'on pose à certains et pas à d'autres. On va donc poser des questions sur la laïcité à Mohamed et Fatima qu'on ne posera pas à Jean-Pierre et à Michel. Autrement dit, et en n'ayant même pas conscience de qu'on le fait, c'est cette peur liée au culturalisme qu'on nous a mis dans la tête qui va après agir. Ces questions-là peuvent provoquer des refus, parce que la réponse n'est pas satisfaisante, parce que la personne n'est pas dans la norme que l'on croyait devoir entendre, mais elle peut provoquer aussi des sentiments chez la personne de déloyauté vis-à-vis de sa famille d'origine, et donc l'amener lui-même à refuser le poste. Dans mes enquêtes, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient quitté l'entretien d'embauche sur la base d'une question en disant « je ne veux plus de votre poste ». La question avait été jugée humiliante, elle avait été jugée dégradante, et la personne partait. Et ces trois processus-là vont donc se cumuler pour produire, là aussi, la tendance à la spécialisation de certains emplois en fonction de l'origine. Alors, il suffit de regarder autour de soi pour savoir quel type d'emploi. Les métiers de service, le bâtiment, etc. pour les garçons, on voit bien les emplois qui sont des emplois qui sont colorés et d'autres qui le sont moins. Et du coup, se pose la question du que faire. Si on prend en compte l'ensemble de ces facteurs, et c'est pour ça que je me suis permis de les détailler dans les différents facteurs, c'est que quasiment sur chacun de ces facteurs, il faudrait qu'on puisse reprendre un moment de travail et se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment peut-on agir quasiment sur chacun d'entre eux. Un premier axe me semble être un axe nécessaire, que ce soit pour des parents, mais les parents n'ont pas forcément la connaissance pour le faire. La connaissance, ce n'est pas la connaissance livresque, la connaissance de la réalité sociale. Et donc, je pense plus au monde associatif, c'est d'agir sur l'élargissement du champ des possibles. Autrement dit, que nos enfants se spécialisent, que nos enfants choisissent leur orientation en ayant une connaissance maximum du champ des emplois possibles. Rien que sur cette dimension-là, on a d'énormes secteurs qui sont non connus et qui donc ne peuvent pas entrer dans les projections d'avenir des enfants. Second axe qui me semble également essentiel, le besoin de sortir le moment de l'orientation de son isolement. Trop de parents sont isolés au moment de l'orientation, ne savent pas comment réagir à ce moment-là. Donc là, je parle même des parents qui ont déjà saisi qu'il faut d'abord vérifier que leur enfant veut bien ce type et ne peut prendre que ce type d'orientation, et donc d'avoir un moment dans lequel du débat ait lieu sur cette question de l'orientation, à la fois sur le souhaitable et sur le possible, mais que ça se débatte et que ça ne soit pas simplement délégué au monde scolaire qui, lui, fonctionne sur la base de procédures et donc ne prend pas en compte l'ensemble de ce processus social global que j'ai tenté de mettre en place. J'aspire à ce qu'un jour, le système scolaire prenne en compte tout cela, mais tant qu'ils ne le font pas,
Je pense qu'il faut développer des initiatives pour débattre de l'orientation, pour sensibiliser autour de ça, parce que ça va déterminer après une partie du destin professionnel des enfants. Je crois qu'un troisième facteur d'action souhaitable, c'est la construction de réseaux qui viennent contrecarrer l'inégalité face au réseau. Il faut s'adresser aux personnes qui ont traversé les mailles du filet et qui ont pu avoir un poste valorisant, positivement connoté dans la société. Je pense aux cadres issus de l'immigration, aux chercheurs, etc. Mais pas se limiter à ceux issus de l'immigration, mais également à tous ceux qui, même quand ils ne sont pas issus de l'immigration, sont sensibles à la question des discriminations. Donc un réseau qui permettent au moment de la recherche d'emploi de connaître les procédures, de savoir à qui s'adresser, de savoir sur qui s'appuyer, de savoir à quel moment postuler. C'est toute une culture qui est un mécanisme de sélection pour les emplois les plus valorisés dans notre société. Ceux qui ont eu la chance d'y accéder et qui sont sensibles à la question de discrimination doivent se poser la question de comment ils mettent leur connaissance du réseau au service de ceux qui n'y ont pas accès. Et donc, je pense qu'il y a une action là, très concrète à construire sur le réseau des diplômés en aide aux nouveaux chercheurs d'emploi ou pour qu'on puisse avancer. Quatrième axe, bien entendu, mais ça c'est un axe plus général, il est nécessaire de développer toutes les actions sous toutes les formes, du débat, des films, du théâtre, de l'explication, de la conscientisation, pour combattre les explications culturalistes, les explications qui donnent des images qui nous semblent, qui vont ensuite servir de détermination pour orienter quelqu'un, pour refuser quelqu'un ou non. Donc, il faut déconstruire l'ensemble des préjugés, il faut continuer ce travail-là. Et puis, dernier axe qui me semble essentiel, c'est d'exiger, mais là c'est plus sous l'angle revendicatif, des politiques correctrices de la part de l'État, des politiques volontaristes correctrices de la part de l'État, en particulier par le biais des associations de parents d'élèves. Je crois qu'il faut être membre des associations de parents d'élèves et poser le débat à l'intérieur pour que dans les rencontres avec le ministère, ces questions-là soient posées, la question des discriminations, des orientations et du type d'emploi auquel ça mène. Il faut avoir ce même débat avec les syndicats d'enseignants et également au niveau du monde associatif, avoir des revendications qui posent la question de comment on corrige ces inégalités de départ. Si on ne fait pas cela, on va avoir effectivement une minorité qui va quand même réussir. Heureusement, jamais une société est entièrement fermée à progresser, mais pour la très grande majorité, le destin sera joué d'avance. On pourra dire à quelqu'un, comme tu t'appelles Mohamed ou Fatima, tu as 80% de chances de te retrouver dans les travaux de service à domicile pour les uns et dans le bâtiment pour les autres. Autrement dit, il y aura un destin professionnel qui commence quasiment dès l'accès à l'école. Et donc, je pense que ces 5 axes-là méritent d'être pris en compte. Je pense que c'est une des questions centrales de nos sociétés, qui sont aujourd'hui, la question de discrimination est complètement sous-estimée dans le champ du débat politique. Si vous regardez les programmes des présidentielles, quasiment aucun candidat n'en parle, et ceux qui en parlent, c'est une phrase, autrement dit, on le prend en compte, mais on ne nous explique pas comment on va lutter contre. Et donc, je pense qu'il y a là un combat pour faire de cette question des discriminations une question importante. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci beaucoup, non seulement pour cette introduction, mais pour ce bel exposé qui était extrêmement clair. Vous avez posé dans une première partie tous les facteurs bloquants et dans une deuxième partie, vous avez exposé les solutions. Donc, merci pour cette partie. Maintenant, nos auditeurs, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, vous pouvez lever la main si vous le souhaitez ou écrire dans le chat, puisque je vois qu'il y a une discussion qui s'est engagée pour commencer la discussion. Si personne ne l'engage, j'aimerais quand même reprendre, ça va peut-être lancer le débat, reprendre par là où vous avez terminé, sur le débat présidentiel, et vous avez dit il n'y a pas beaucoup de gens qui ont proposé des solutions. En revanche, ça a été quand même un petit pic qui a été lancé. Je pense bien sûr à Éric Zemmour, qui a bien sûr mis dans son programme que le fait
d'avoir un prénom était handicapant, mais il a détourné habilement l'argument en disant que il ne voulait pas changer le prénom des enfants, il voulait donner à tous les enfants les mêmes chances de réussir, bien conscient du fait qu'il y a des prénoms qui réussissent, entre guillemets, mieux que d'autres. Absolument. C'est un aveu de l'existence de discrimination dans notre société, par Éric Zemmour. Monsieur Louamama, j'ai une toute petite question là. Est-ce que vous avez une idée sur la date à laquelle ce phénomène de discrimination à cause du nom a commencé en France? Il a commencé à apparaître après, par exemple, certains événements ou voilà, une certaine propagande médiatique. Est-ce que vous alliez ça à quelque chose de l'histoire? Non, j'allie ça au chantier non travaillé de la décolonisation. Parce que quand on regarde le moment où ça part, autrement dit, au moment des indépendances des pays d'Afrique du Nord et des pays d'Afrique subsaharienne, au moment des indépendances, on a considéré que c'était une question qui était terminée. On a oublié que pendant 130 ans, il y a eu du débat où on parlait d'une certaine manière des Arabes, d'une certaine manière des Noirs, d'une certaine manière… Et que ça créait un certain nombre d'images, de préjugés, etc. Le Front National, lui, à l'époque, l'avait très bien compris, puisqu'il a construit sa montée en charge à partir des années 70 en reprenant toutes ces images que l'on pensait dépasser. Et donc, il n'y a pas eu de déconstruction. On a voulu mettre le couvercle sans travailler tous ces restes-là. Le premier moment où ça apparaît publiquement, c'est au moment de la marche pour l'égalité de 1983. Marche pour l'égalité, pour les auditeurs, devant la multiplication d'un certain nombre de jeunes qui sont tués soit par des racistes, soit par des policiers. Une dizaine de jeunes de la région lyonnaise, voyant un film sur Martin Luther King et la grande marche de Martin Luther King aux États-Unis contre les crimes et les violences racistes, décident de faire une marche. Ils partent de Lyon, ils sont une petite dizaine, ils arrivent à Paris, ils sont 100 000. Ça a grossi en cours de route, ça a provoqué des centaines et des centaines de débats. Et cette marche, donc, beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Personnellement, je l'ai analysée comme la première apparition de Français issus de l'immigration postcoloniale. Ils avaient 20 ans. 83, c'est 20 ans après les indépendances. Ils avaient 20 ans. C'est la première fois que des gens qu'on regardait comme des étrangers, alors qu'ils étaient français, accèdent à la parole politique et dénoncent un certain nombre de choses. Et là, ils disent quoi? On n'a pas les mêmes chances que les autres. C'est la première fois où il y a un discours associatif qui est de dire « nous demandons à l'État d'agir parce qu'il y a des discriminations ». Alors que dans le domaine de la sociologie, ce n'était pas étudié. Dans le domaine, ce n'était pas étudié de manière profonde. Il y avait quelques études, mais ce n'était pas étudié de manière profonde. Dans le domaine des politiques publiques, c'était nié. On disait en France, il ne peut pas y avoir de discrimination puisqu'il est écrit liberté, égalité, fraternité. Donc en France, le débat est clos, ça n'existe pas. Il a fallu ça pour qu'on commence à en parler. Et donc pour moi, c'est surtout la non-décolonisation des esprits qui a permis à ce que les images qu'il y avait sur les parents vont se transférer sur leurs enfants parce qu'ils gardent un nom, un prénom, une couleur, une religion qui était dévalorisée, qui était présentée comme des choses de sauvages, incapables de discipline, incapables de rationalité, incapables… l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, disait Sarkozy à Dakar. Donc, on voit bien que ces images-là, eh bien, sont ce qui va produire tout ça. Merci. Myriam a une question. Voilà, oui, pardon, je t'en prie, Christine. C'est à Myriam, oui. Le micro, Myriam. On ne t'entend pas. Alors, le temps que Myriam retrouve son micro, il y a une remarque de Nadia. C'est pourtant exprimé dans le rapport des défenseurs des droits quand un patron qui demande un changement de prénom, c'est une discrimination directe au niveau du droit, mais la lenteur du droit ne nous est-elle pas invalidante? Or, le temps de nos vies est déterminant.
Alors, je commente ce que vient de dire Nadia, elle a tout à fait raison, puisque moi, je connais personnellement quelqu'un qui a changé de prénom pour justement trouver un emploi. Et d'ailleurs, ça a très très bien fonctionné, puisque sous Anthony, ça passait très très bien son prénom. Il avait un prénom turc. Alors, si je peux me permettre deux éléments de remarque là-dessus. D'abord, la remarque de Nadia est extrêmement importante parce que au niveau du défenseur des droits, on a eu plusieurs présidents, dont certains ont déclaré publiquement qu'ils avaient complètement sous-estimé cette question-là. C'est en se retrouvant à cette responsabilité-là qu'ils ont été amenés à en prendre la mesure. Et aujourd'hui, donc du coup, après, à se battre pour qu'il y ait une action là-dessus. La seconde remarque, c'est, après tout, on pourrait dire, mais pourquoi pas changer de prénom? Je ne suis pas zémourien, hein, je vous rassure, hein, mais on pourrait se dire ça. Il faut se poser la question des coûts. Lorsqu'on demande, comme Éric Zemmour, mais d'autres peuvent le penser sans le dire, lorsqu'on demande aux personnes de changer de prénom, ça n'est jamais quelque chose d'anodin, le changement de prénom. C'est toute l'identité qui est engagée. Alors, certains peuvent être assez forts, et c'est très bien pour eux, pour le supporter, mais lorsque, par hasard, des années plus tard, il y a un rappel à l'origine, c'est particulièrement destructeur. Je me souviens d'une interview d'une caissière, il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, dans laquelle elle expliquait que quand elle avait changé son prénom sur demande de son employeur, elle estimait que ce n'était pas important, qu'elle s'en foutait. C'était tout simplement, elle, le plus important, c'est d'avoir un emploi. Donc, elle n'allait pas s'embêter avec ça. Elle trouvait ça idiot, mais elle n'allait pas s'embêter avec ça. Jusqu'au jour, me disait-elle, jusqu'au jour où une cliente lui a dit ça à l'arabe. Parce qu'elle avait changé son prénom, mais son visage restait. Et elle dit là, je me suis dit, tout ça pour ça, j'accepte même de changer mon prénom pour qu'on me rappelle ça. Et elle raconte qu'elle est entrée dans une dépression après. Alors, bien sûr, c'est sans doute pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui faisait une blessure pour la personne. Et donc, le changement de prénom n'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est pour cela que Éric Zemmour, c'est scandaleux quand il vient nous proposer ça. Il fait comme si on changeait de prénom comme de chaussettes. Il fait comme si les prénoms ne portaient pas tout l'impact familial, toute l'attente familiale, tout l'amour familial, tout l'héritage, toute la transmission. Et donc, demander de changer de prénom, c'est demander aux personnes de ne plus être des êtres humains, c'est qu'ils se considèrent comme des gens entièrement adaptables et non pas des gens qui ont quelque chose à apporter à une entreprise ou à une école ou que sais-je. Alors, c'est tout à fait juste ce que vous disiez, et je donnerai juste l'exemple de Anne Hidalgo qu'Éric Zemmour avait donné en disant mais Anne Hidalgo ne s'appelait pas Anne, elle s'appelait Anna Maria, je crois, et que d'avoir changé son prénom en Anne lui a été profitable, pour terminer le raisonnement. Donc, effectivement, vous voyez ça comme un renoncement. J'entends bien votre réponse. Alors, c'est bon, nous avons la question de Myriam qui rejoint d'ailleurs celle de la remarque de Marie qui dit pour contrer le poids du prénom, et on a misé beaucoup sur les CV anonymes, et on aimerait bien savoir ce que vous en pensez sur l'utilisation de cette forme d'anonymat à l'embauche qui permettrait peut-être de rééquilibrer les balances. Alors, les CV anonymes, je vais dire deux choses contradictoires. Je ne peux pas être contre, si ça permet de passer un palier, mais ça n'élimine pas l'ensemble des paliers. Tôt ou tard arrive l'entretien d'embauche. Et effectivement, dans l'entretien d'embauche, vont se rejouer ces questions-là. Donc, pourquoi pas les CV anonymes, à condition qu'on n'en attende pas que ça règle la question de discrimination. Ça va être un des éléments, mais ça ne peut pas régler la question de discrimination. Et si vous pouvez trouver certains de mes textes, enfin 2 textes en fait, dans lesquels j'ai critiqué les CV anonymes dans le passé, c'était pas contradictoire avec ce que je viens de dire, c'était que ceux qui le proposaient le présentaient comme étant la solution à l'ensemble des questions de discrimination. Ce que je pense, c'est qu'il va falloir, c'est un système, et donc il faut agir sur tous les facteurs du système pour pouvoir le transformer. Il faut qu'effectivement la sélection se passe plus de la même manière. Il faut qu'il y ait du réseau pour les personnes, et l'État pourrait être un encourageur pour constituer ces réseaux. Il faut qu'il y ait des pénalités pour les employeurs qui
qui demandent de changer de prénom, etc. Il faut qu'il y ait un droit qui aille plus vite. Donc, il faut toute une série de facteurs. En fait, il faudrait le prendre comme un vrai objet de travail, un vrai chantier, et non pas comme quelque chose qu'on aborde de temps en temps comme cela. Alors, je vais relayer la question de Nadia qui va dans le sens de ce nous sommes en train de dire. Hein. Le problème, c'est l'entretien d'embauche. Hein. On a passé l'étape du CV anonyme, ok, on arrive à l'embauche. Et si on vous pose la question, mais de quelle origine es-tu? Bah, finalement, tout repart à zéro. On est de nouveau dans une situation discriminante. Alors, vous avez proposé plusieurs solutions, mais est-ce qu'on pourrait aussi imaginer qu'il y ait une espèce de charte de l'employeur qui ou s'interdit certaines questions, ou alors qui a des questions très cadrées? Est-ce que ça, c'est envisageable d'un point de vue législatif ou est-ce que c'est souhaitable même? Alors, c'est toujours souhaitable, mais c'est largement insuffisant. Non, je pense que si on voulait avoir quelque chose à la hauteur de cela, il faudrait quasiment, mais ça, dans l'état de notre société, c'est pour l'instant pas possible, mais ça peut bouger très rapidement. Il faudrait imaginer quasiment que ça ne soit pas les employeurs qui embauchent. Allons-nous à rêver? Pourquoi ce ne serait pas un organisme public qui soit en charge de sélectionner, etc., et dans lequel ces personnes soient formées, sensibilisées de manière particulière, où il faudrait, en tout cas, que les syndicats, mais là aussi en vérifiant qu'ils sont formés, qu'ils sont sensibilisés, conscientisés à cette question, participent aux embauches. Sinon, une charte, vous savez, on a eu des chartes de ce type-là, la charte de la diversité. Des entreprises l'ont mis en avant. Donc, il y a eu une charte dans laquelle les employeurs s'engageaient à promouvoir la diversité. On signait la charte et on ne faisait rien. Et donc, c'est toute la limite des chartes. Ça me permet d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de souligner l'importance de bien distinguer tout ce que l'on dit aujourd'hui sur la diversité et la question des discriminations. Je crois vous l'avoir dit la dernière fois, je le redis parce que ça me semble tellement important, c'est que le discours sur la diversité, moi je suis pour la diversité, sinon on ne serait pas en train de débattre de ça, on est tous pour la diversité. Pour moi, c'est une évidence. Mais en faire un discours public, ce discours public, il est apparu quand? Il est apparu pour qu'on ne dise plus le mauvais mot de discrimination, qui était connoté comme trop méchant, trop sévère, etc. Et donc on a cru qu'en changeant de mot, on allait changer la réalité. Sauf que le mot diversité, il enlève au mot discrimination une chose, qui est la question de l'égalité. J'ai l'habitude de prendre deux images pour bien visibiliser la différence. Pour moi, la diversité, c'est la photo de famille. On va donc prendre une photo avec tous les salariés de l'entreprise. On va avoir des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des noirs, des bruns, des blancs, des petits, des gros, etc. Et on va dire, qu'est-ce qu'on est beau, on est dans la diversité. Ça, c'est la diversité. L'égalité, c'est autre chose. L'égalité, c'est l'organigramme. À quel endroit sont les femmes? En haut ou en bas? Au milieu? Les personnes issues de l'immigration, ils sont où? Ils sont en haut ou en bas? Et donc, à chaque fois qu'on parle de la question de l'accès à l'emploi sans parler d'égalité, en réalité, on peut reproduire la coloration des emplois. Dans une même entreprise, on peut avoir de tout. Mais où? À quelle place? Alors, toujours une question de Nadia qui dit, bon, si l'entretien s'est mal passé et que le jeune ou la jeune a été victime d'une discrimination qui serait liée à son prénom, par exemple, comment s'en protéger? Est-ce que, je suppose qu'elle pose la question, qu'est-ce que la personne peut faire après coup? Alors, d'abord, nous n'avons pas abordé, parce que ce n'était pas le thème en tant que tel, la question des effets du vécu discriminatoire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vit une discrimination? Ça provoque quoi? Ça suscite quoi? Contrairement à ce qu'on croit, le premier réflexe des personnes discriminées, ça n'est pas d'accuser la personne discriminante. C'est de se considérer comme responsable de l'échec. C'est un des drames des processus de domination. Le dominé tend à s'estimer responsable. Le chômeur s'estime responsable de son chômage. Que l'on prenne le champ des études féministes qui ont montré comment se reproduisait l'égalité homme-femme, où des femmes qui étaient victimes de violences finissaient par se considérer comme responsables. C'est moi qui ai mal fait mon CV, je me suis peut-être trop énervé, etc. Et donc, ça va expliquer une partie du silence et de la non-mobilisation là-dessus. On reste seul face à ça. Parfois, on n'en parle même pas à ses parents. Vont-ils me croire? Si je leur dis, surtout si ça se reproduit.
C'est la 4e fois que ça m'arrive. Je ne vais pas en parler à mon père et à ma mère. Ils vont finir par croire que je mens, que je suis un charlatan, que je ne veux pas bosser en réalité. Et donc, les effets sont des effets énormes en termes d'absence de confiance en soi, en termes de renoncement. Donc, on a un certain nombre de personnes qui vont finir par ne plus chercher des emplois et après, on va dire, vous voyez, ils ne cherchent pas de boulot. En fait, les effets individuels et sociaux de discrimination sont énormes. Ce sont des effets physiques, sur la santé physique. Ce sont des effets sur la santé mentale. Ce sont des effets sur les groupes d'appartenance. Donc, je vais me replier dans des milieux dans lesquels je suis sûr qu'on ne va pas me discriminer. Donc, je vais rester qu'avec ceux qui me ressemblent. Donc, et après, on va dire ils sont communautaristes. Et donc, on a toute une série d'effets. Dans 15 jours, sort un livre collectif dans lequel j'ai fait un travail d'enquête auprès de 10 personnes qui avaient subi la discrimination sur plusieurs fois pour mesurer la question des effets. Donc, c'est une étude qualitative, mesurer la question des effets, et donc avec la partie sur les effets physiques, comment on porte dans le corps, sur la partie dépression, sur la partie santé mentale. Donc, un certain nombre de personnes racontent qu'elles ont fini par croire qu'elles n'étaient pas normales, qu'elles n'étaient pas… Et donc, les effets, ça coûte très cher. Donc, à mon avis, le premier élément de réponse, c'est de ne pas laisser la personne discriminée seule. Il y a vraiment besoin de sortir de l'isolement à ce moment-là et de croire une personne discriminée quand elle nous dit qu'elle est discriminée. Après, on débat avec elle. Et puis, dans la discussion, si on débat avec elle, si on s'aperçoit qu'elle s'est fait des idées, ça sera dans la discussion. Et donc, elle ne sera pas le même effet destructeur. Ce n'est pas la même chose que de dire non, ça n'existe pas. On sait statistiquement que ça existe. C'est prouvé aujourd'hui. On sait que c'est une réalité massive dans nos sociétés. Et donc, a priori, quelqu'un qui nous dit qu'il a été discriminé, il faut d'abord le croire et après on regarde, et non l'inverse, comme ça se fait trop souvent aujourd'hui. La deuxième dimension, c'est de pouvoir agir, c'est d'agir à chaque fois que c'est possible. Mais là aussi, c'est pas simple. Aller porter plainte pour discrimination, encore faut-il en apporter la preuve. Comment prouver que l'employeur vous a posé une question qui était injustifiée, à moins d'avoir toujours un magnétophone dans sa poche? Et encore, on vous dira que c'est déloyal, et puis pour certains juges, ça sera considéré comme non-preuve. Et donc, c'est très difficile d'en apporter la preuve. Et ça va expliquer aussi pourquoi il y a aussi peu de preuves. Heureusement dans certaines situations, il y a des personnes qui font même pas attention à la forme. C'est ce qui explique qu'on a eu quelques procès sur les discriminations. C'est parce que quelques personnes se sont autorisées à mettre dans des annonces de boulot je ne veux pas de maghrébin. Là. Mais un employeur qui est un peu intelligent ne le fait pas, ça. Et donc, les discriminations massives, les plus importantes, elles ne sont pas aussi caricaturales. On n'écrit pas dans l'annonce. C'est au moment de l'entretien d'embauche que les choses se jouent, et donc à l'oral, et donc de manière invisible. Et c'est pour cela que la plupart des procès pour discrimination que nous avons sont des procès à l'intérieur de l'emploi. Ce n'est pas au moment de la recherche du boulot. C'est quand la personne a déjà un boulot et donc elle a pu accumuler des preuves au moment où elle porte plainte, elle a déjà accumulé un certain nombre de preuves qu'elle peut mettre en avant. Et c'est pour cela que 95% des plaintes existantes sont sur les discriminations dans l'emploi et non pas les discriminations dans l'accès à l'emploi. Très juste. Alors, on va prendre la dernière question, je pense, de Marie. C'est une question qui est en même temps une remarque. Alors, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées d'un coup. Alors, la question de Marie, elle dit, vous avez énoncé plusieurs axes expliquant la discrimination. Et est-ce qu'on ne peut pas rapprocher cela de la société qui est en crise? Et elle rajoute un peu plus bas, vous n'avez pas parlé de la discrimination due à l'adresse, alors qu'il y en a aussi beaucoup qui sont victimes de cela. Alors, absolument. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez l'appliquer à la question de l'adresse. Dans les marqueurs dont j'ai parlé, il faut rajouter l'adresse. Et même quelqu'un qui n'est pas héritier de l'immigration, s'il habite des territoires dans lesquels les populations héritières de l'immigration sont nombreuses, va hériter du stigmate. Va être en quelque sorte arabisé, maliénisé, il va être perçu comme étant quelqu'un qui n'est pas fiable, comme quelqu'un qui ne peut pas occuper tel ou tel type de poste.
Et donc, il y a un effet territorial, bien entendu. Donc, juste pour dire que, voilà, il faut appliquer tout ce que j'ai dit en y rajoutant territoire. Alors, finalement, on a le temps, puisque vous avez été bref sur cette question-là, de prendre une dernière remarque. Il y a Nadia qui s'insurge terriblement contre la discrimination parce que elle y voit un chantage à l'emploi. C'est-à-dire qu'on est prêt à toutes les compromissions pour avoir de l'argent et un salaire qui va avec, et que ça a bien sûr des conséquences terribles. Et donc, elle trouve ça fatigant de passer son temps à devoir se justifier, à être dans une logique de combat, ou alors de combat presque perdu d'avance, puisque vous avez dit que 95% des plaintes, elles ont lieu quand les gens sont déjà en poste, quand ils sont bien victimes régulièrement de discrimination et qu'ils accumulent des preuves. Et c'est, comme elle l'écrit, fatigant tout ça. C'est pour ça qu'il faut, à chaque fois qu'on le peut, je vous l'avais dit la dernière fois, faire ce que vous faites, c'est-à-dire développer des collectifs, des associations, ne pas laisser que les personnes ne soient pas seules pour être confrontées. Oui, c'est une réalité qui est destructrice des personnes, et donc là-dessus, ça me semble important. Et du coup, j'ai oublié de répondre à un élément de la question précédente aussi, sur la crise. Les crises de l'emploi sont toujours des facteurs qui augmentent l'ensemble des inégalités. La crise, ce n'est pas une vague qui s'abat sur tout le monde. La crise s'abat plus sur ceux qui ont déjà moins et moins sur ceux qui ont déjà plus. Et donc, au sortir d'une crise, les discriminations sont toujours plus importantes qu'avant. Ce n'est pas quelque chose où tout le monde serait touché. Ça vient approfondir. Les inégalités hommes-femmes sont plus importantes après la crise qu'avant la crise. Les inégalités liées à l'origine sont plus importantes après. Et donc, oui, nous sommes dans un moment dans lequel, non seulement il y a tout ce que j'ai dit, c'était avant la crise, ça existait déjà, mais c'est approfondi aujourd'hui dans le contexte, tout simplement parce qu'il y a une concurrence pour l'accès aux biens rares. Les biens rares, c'est l'emploi, la formation, le logement, etc. En période de crise, il y a moins de biens rares disponibles, et donc il y a concurrence, et donc effectivement, il y a plus de perdants. C'est ceux qui ont le moins de choses à mettre en avant pour accéder à un emploi, moins de réseaux, etc., qui vont perdre encore plus. Alors, Nadia, on aura peut-être le temps de le discuter, mais après la fin de l'émission, je voudrais conclure maintenant sur ce que nous avons pu dire, sur ce que vous avez pu dire. Donc, vous avez beaucoup parlé de la colorisation qui peut tracer des destins professionnels, et que pour lutter contre toutes les discriminations dont le prénom, l'adresse, la couleur de peau ou l'origine peuvent nous induire en tant que victimes, vous avez proposé tout d'abord d'élargir le champ des possibles, c'est-à-dire de donner un maximum de connaissances aux enfants, et peut-être même plus largement à leurs parents, pour leur montrer toutes les possibilités dans lesquelles ils peuvent s'inscrire et auxquelles ils ne doivent pas renoncer. Ensuite, vous nous avez proposé la piste du réseau, c'est-à-dire que le défaut de réseau fait qu'on manque des opportunités, ou on ne peut pas développer des opportunités. Et que ceux qui ont des réseaux peuvent mettre leur propre réseau au service des plus démunis. Vous nous avez proposé une troisième piste, c'est d'organiser la lutte contre les images figées, contre les stéréotypes, et de travailler à déconstruire les préjugés, comme nous le faisons, nous l'espérons, ce soir. Et enfin, dans une volonté peut-être idéaliste ou utopique, mais on est en début d'année, c'est encore la période des vœux, c'est d'avoir de vraies politiques correctrices qui pourraient, grâce à un État fort qui s'engagerait sur cette question difficile, changer véritablement la donne. Et vous avez même émis l'hypothèse, mais pourquoi ne pas passer par une société de recrutement qui ferait finalement sas entre les futurs employés et la future entreprise, et qui serait formée. Je trouve que c'est une belle proposition, et comme on est en période préélectorale, peut-être que nous serons entendus. Alors, je laisse la parole à Amal. Merci Christine. Merci Monsieur Boamama. Sur les vœux, sur l'espoir, sur l'optimisme, nous terminons cette belle soirée. Merci beaucoup Monsieur Boamama. Merci pour tous les invités qui nous a rejoints ce soir.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et bon, l'enregistrement de cette séance sera disponible sur notre chaîne d'ici au maximum 48 heures. Alors, avant de vous laisser, je vous dis bonne année, bonne santé, bonne soirée. Et en ces moments troubles, restons soudés. Bonne soirée. Bonsoir. 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 Bonsoir.